Ici le docteur Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de séparation et souffrance. C'est une question qui revient somme toute assez souvent dans les préoccupations des gens que je reçois en consultation. C'est un thème également récurrent dans les questions auxquelles je réponds à chaque semaine dans mon groupe privé. Donc j'ai pensé que je pourrais peut-être élaborer aujourd'hui sur certaines notions pour comprendre c'est quoi qui se passe dans une séparation au niveau de la déchirure émotive et comment on fait pour réparer tout ça. Avant d'entrer au cœur du sujet, je vous rappelle que le format vidéo a une vertu éducative, donc ça ne remplace pas une psychothérapie. Également, à des fins d'éducation, je vais devoir faire de la vulgarisation clinique, scientifique, suivre les balises généralement reconnues, mais qui sont quand même imparfaites parce qu'on ne peut pas faire un relevé exhaustif de tout le champ de la connaissance et de toutes les visions du couple. Donc, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit qu'il s'agit de mon expérience de manière professionnelle où je vais synthétiser des choses. Mais mon objectif, c'est de rester dans les balises généralement reconnues, mais de vous équiper de certaines compréhensions des choses et peut-être même que ça pourra aider certains de vos proches qui vivent une rupture auquel vous pourrez leur partager la vidéo. Si vous voulez aller un pas plus loin avec le contenu qui est abordé dans cette vidéo, vous pouvez utiliser mon programme de questions confidentielles. Je vous mets le lien en description pour mon site web. Vous allez avoir toutes mes offres de services écrites là. Également mes coordonnées pour me rejoindre si vous souhaitez avoir des consultations. Je pense qu'avec ça, vous serez équipé pour avoir plein de choix. Si au cours du visionnement, vous éprouvez de la détresse personnelle ou que c'est trop difficile d'entendre parler de ces sujets-là, je vous suggère de rester maître de votre équilibre et peut-être mettre en suspens la vidéo ou l'arrêter, mais mon objectif, ça va être de vous aider. Donc, je vais quand même rester soft dans mes propos que je vais tenir, mais quand on parle de blessures, parfois ça résonne à nos propres blessures qui étaient déjà à l'intérieur de nous et peut-être en dormance. Et en entendant parler de blessures, ça peut parfois les réveiller. Donc, je tenais à vous faire cette petite mise en contexte. Et si c'est trop difficile, je vous recommande vraiment d'aller vers un accompagnement personnalisé, contacter directement un professionnel de la santé, parce que ici, on est dans un espace public. Je ne peux pas faire de l'intervention personnalisée avec chacun de vous, et ça devrait ça aussi vous aider à comprendre qu'il s'agit de grandes généralités. Quand je vais donner des exemples, je ne parle pas de vous, je parle en général. Je ne parle pas de votre vision des choses, je parle en général, de ma vision générale des choses. Donc, maintenant que ceci est mis en place, on va plonger au cœur du sujet. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi une rupture, on pourrait dire? C'est quoi une séparation? Bien, moi, j'aime représenter la chose comme étant une espèce de brisure dans un lien qui était privilégié, exclusif ou très précieux. C'est une brisure là-dedans. Schlock! C'est aussi une sorte de désunion de l'unité sociale que les individus avaient faite quand ils se sont rencontrés, puis qui ont fusionné une partie de leur identité, de leurs ressources, de leurs projets, de leurs capacités, de leurs rêves, puis il y en a même qui vont fusionner entièrement avec l'autre. C'est comme une bébite à deux têtes ensuite. Là. Puis là, tu essaies de séparer ça, puis c'est comme des racines de deux arbres qui ont poussé côte à côte. Les racines, c'est quelle racine appartient à quel arbre? Ben, on le sait plus. C'est mélangé. C'est à la fois à un et à la fois à l'autre. Mais là, si on veut se séparer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, même si on y va de manière très délicate, ça se peut que ça pète des veines qui nourrissaient quelque chose de précieux. Et c'est pour ça qu'une séparation peut être vécue comme un immense stress adaptatif. Et pour d'autres personnes, ça va être banalisé. Ils vont essayer d'éviter cette souffrance-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne saigne pas quand même en dessous de leur défense. Il y a plusieurs visions reliées avec soit la recherche de séparation ou soit le désir de ne pas se séparer. Il y en a qui voient ça comme étant une libération d'une prison infernale. Enfin, je peux me séparer. Il y en a d'autres qui commencent par ça, mais réalisent vite après coup que oups, finalement, je regrette, je réalise que c'était pas si beau que ça quand on est libre ou avec d'autres personnes à rencontrer. Non, finalement, j'étais peut-être mieux. Mais c'est l'expérience difficile qui permet des fois de faire des prises de conscience. Pas sûr que l'autre va accepter le retour.
Il y a des gens qui se séparent pour changer 4,30 sous pour une pièce. Ça, c'est expression québécoise pour signifier que 4,25 cents, au final, si tu l'échanges contre une pièce, tu n'as pas créé de valeur. Ça a juste remplacé quelque chose par quelque chose de valeur comparable. Mais en réalité, tu n'as pas perdu de valeur, voire même tu en as perdu. Tu sais, les vieux 30 sous, là. Bon, ben, donne-moi un instant, téléphone. Donc, il y a des gens qui stagnent dans à la fois le désir de se séparer, puis ils vont rester tout le temps là-dedans. Je veux me séparer, je veux me séparer, je veux me séparer. Ils ne se séparent jamais, là. Puis il y en a d'autres qui vont enclencher un mécanisme de pattern, là, de stagnation dans le mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont enclencher séparation, reprise, séparation, reprise, séparation, reprise, séparation. Bon. Et il y a d'autres personnes que lorsqu'ils se séparent, c'est une hémorragie mortelle. Ça touche un artère fondamentaux de leur énergie, puis là, c'est comme se vider de quelque chose. Ils ne savent même plus comment fermer la frontière, tellement qu'ils étaient habitués d'être brochés. Vous savez, comme deux demi-lunes qu'on colle ensemble, qui forment un cercle entier. Ben là, si on sépare ça, c'est comme deux demi-cercles. Ah, toute la zone ici est super sensible. Bon, mais ça va être très difficile de reboucler les choses, parce que peut-être qu'il va y avoir même des choses tragiques qui vont se passer. Peut-être qu'il va y avoir une mort avant la recicatrisation. Comprenez que je dis mort à la fois au sens du deuil de l'ancienne relation, mais également mort en termes figurés. Parce qu'il y a des gens qui vont s'enlever la vie dans le choc émotionnel d'une rupture. Puis selon la littérature scientifique, c'est la tranche d'âge et la population la plus fragile actuellement pour les séparations sur le plan de la mortalité puis des actes suicidaires, c'est la tranche d'âge des hommes de mi-cinquantaine. Il y a probablement un effet culturel derrière ça. On pourrait revenir peut-être dans une autre vidéo, mais souvent les hommes de la cinquantaine qui n'ont soit pas vu venir la séparation ou la refusent ou pensaient qu'ils étaient rendus à enfin pouvoir commencer à slacker le travail acharné. Là, tout d'un coup, ils réalisent qu'il va falloir qu'ils séparent tout ça. Ah! Je ne suis pas en train de dire si c'est légitime ou pas. Hein. Je ne suis pas en train de justifier aucune raison de séparation ou pas. Je suis en train de vous décrire que de manière générale, il y a dans notre culture une tranche de population qui est particulièrement vulnérable à la détresse liée à la séparation. On ne veut pas trouver de coupable ici. Là. On essaie de décrire des phénomènes pour mieux les comprendre et ensuite ça va pouvoir mieux les soigner. Il y a également des impacts sur les enfants. Hein. Dans une séparation parentale, il y a un petit dicton qui dit que si mes parents se séparent, ben l'enfant, lui, en l'intérieur de lui, c'est comme s'il se séparait aussi. Puis ça a tendance à provoquer chez les enfants un conflit de loyauté. C'est comme si à l'intérieur d'eux, si les parents qui étaient habitués de voir ensemble se séparent, ben il peut de manière... J'ai pas dit vous, là. J'ai pas dit vos enfants non plus. J'ai dit en théorie, de manière générale. J'ai pas dit vous. OK. Donc quand il y a une séparation, si l'enfant est mêlé sur le plan affectif, il doit se dire, est-ce que je suis forcé moi aussi de choisir un camp? Faut-il que je me sépare? D'ailleurs, c'est une petite phrase qui est tirée du livre Je suis séparé de Marie-Ève Gagnon aux éditions Laroupille. Je vais mettre le lien en description. Qui a écrit un livre pour accompagner les enfants dans un récit de conflits de loyauté et de différentes expériences à la fois positives, déchirantes, ambiguës, négatives. Donc, puis là, c'est illustré par des types de fenêtres bulles texte au-dessus de la tête du petit Charlie, 9 ans. Donc, c'est un excellent livre jeunesse à donner à vos enfants si vous avez une situation de séparation et que vous redoutez qu'il y ait un conflit de loyauté. Peut-être lire ce livre avec votre enfant ou lui donner. Le lien est en description. Je n'ai pas de commandite pour vous faire la promotion de ce livre-là. Je devrais peut-être, par contre. Je trouve que c'est un excellent livre. Puis Marie-Ève Gagnon, celle qui a écrit le livre, est également travailleuse sociale. Donc, elle a beaucoup d'expérience en lien avec toutes ces dynamiques-là. Puis elle fait un partage personnel aussi à travers le livre que je trouve très, très bien. Donc, des parents qui se séparent, des enfants qui vont se sentir séparés eux aussi. C'est comme s'ils se brisaient le cœur. Donc, soyons prudents. S'il y a une séparation des adultes, il faudrait peut-être mettre l'intérêt de l'enfant d'abord et protéger l'enfant de la séparation conjugale. Lui rappeler qu'on va être là pour lui. Lui dire que c'est pas parce que les parents ne sont plus amoureux que ça change l'amour envers lui, puis qu'on va rester à son écoute. Puis
sais, les habiletés parentales, c'est ici qu'ils vont s'exprimer. Malheureusement, parfois, on voit des choses horribles. Quand il y a une réduction des ressources adaptatives, quand il y a un des deux parents ou les deux parents, s'ils se sentent trahis, blessés ou que ça dépasse leur capacité de tolérance, ce qui s'est passé dans la séparation, ça se peut très bien que la souffrance du parent rejaillisse sur l'enfant. Puis là, il y a toutes sortes de mesures de protection qui peuvent être mises en place, mais si on est capable de les protéger comme parents, ça serait peut-être bien de commencer par là. Donc là, vous pourriez vous dire, mais quelle forme ça peut prendre la souffrance là, d'une personne qui se sépare? Y a-t-il des grandes catégories de formes de souffrance? C'est sûr que ça peut être très, très vaste. Je vous dirais que Je vais changer l'ordre de présentation d'un truc que j'avais préparé. La première catégorisation de formes de souffrance qu'on pourrait dire, ce serait les 3 réactions de stress. Les 3 réactions de stress, c'est pour survivre. Et ils vont comme suit. Combattre, fuir, figer. Fait que c'est peut-être une des premières choses que vous allez voir. Hein, quand une personne subit une séparation qu'elle ne souhaitait pas ou ça fait fondre ses ressources, le stress, là, ça fait diminuer les ressources de la personne. Puis quand elle tombe à 0 ressources intérieures, s'activent les réflexes de survie. Dans la forme combat, c'est comme se retrousser les manches. Là, let's go! Il peut avoir une forme de combat qu'on dira négatif et une forme positive. Mais j'aime pas ça, là, dire positif-négatif, mais comprenez que c'est à des fins illustratives. Par négatif, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont se retrousser les manches, ils vont dire « Ah ouais, tu veux te séparer? Ben, je vais te nuire en tout. » Puis là, ils font des coups de cochon à l'autre, ils essayent de se venger, ils vont essayer d'avoir des rapports sexuels avec la meilleure amie de l'autre, ils vont peut-être faire des dépenses immodérées pendant qu'ils ont encore accès au compte de banque conjoint. Il y a une vengeance terrible, il y a un salissage de la réputation auprès de toute la famille, comme par exemple écrire un courriel. Vous savez, hein, cette personne-là, là, que dans votre famille est complètement folle ou il est complètement fou, hein, puis là, répandre de la médisance, une sorte de vengeance. Également, il y a des gens qui vont se retrousser les manches, mais de manière plus agréable, positive, qui pourront essayer même de reconquérir leur partenaire. Ça foisonne hein, sur le web, des vidéos de comment reconquérir son ex, pour le meilleur et pour le pire. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des relations qui ne sont pas tout à fait terminées. Puis des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est fini puis qui rompent, mais que c'était comme un ultime avertissement pour l'autre. Mais il n'arrivait pas à exprimer autrement avec des mots qui voulaient que quelque chose change. Puis rappelez-vous que la crise, ça favorise le changement. Fait que c'est peut-être l'ultime chance, mais moi je ne recommande pas de faire des crises, là, mais mettons qu'on découvre qu'on est rendu dedans. Ben, c'est une occasion de changement habituellement. Puis là, on va essayer d'évaluer. Est-ce que cette option-là de combat, es-tu dans le contrôle de l'autre, dans la destruction ou dans la protection? Puis là, il y a toutes sortes d'affaires là, qui vont avoir à être réfléchies. Des exemples sur la fuite maintenant. Ben, il y a des gens qui, dans la séparation, dans la fuite, ils vont faire un traitement du silence, c'est-à-dire qu'ils répondront plus jamais à aucun courriel, à aucun texto. Ils ne regarderont plus la personne dans les yeux. Ils ne lui adresseront plus la parole. S'il vient porter l'enfant à tel moment, il va juste regarder l'enfant, parler à l'enfant. Un traitement du silence contre l'autre parent, ça c'est une punition là, de type fuite. Ça fait très mal. C'est une vengeance de fuite. Il y a également des gens qui vont devoir fuir pour sauver leur vie, puis aller chercher un interdit de contact juridique de l'ancien conjoint contre eux. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la séparation, qui vont être tellement intrusifs, tellement désagréables, tellement violents même, que parfois il faut que ce soit le système de justice, de la loi qui s'en mêle. Puis il y a des gens qui vont aller en prison à cause de ça parce qu'ils font des méfaits, du harcèlement, qui blessent les autres, des entrées par infraction, il y a même malheureusement des tragédies, là, des meurtres familiales qui sont des déchirures du tissu social épouvantables. Puis là, je suis en train de vous décrire ces phénomènes-là pour vous aider à mieux les comprendre, hein, mais on va aller vers des pistes de solutions tout à l'heure. Comme je l'ai dit, combat, fuite, puis figé, mais les gens qui figent dans une séparation, c'est dans la sidération, ils peuvent accepter un peu tout puis n'importe quoi. Comme par exemple, pension alimentaire,
Ah, donne-moi ce que tu veux, là. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir partir, là. Donc, c'est comme s'il acceptait de se soumettre en figeant, en se sentant démuni, en disant, je peux pas gagner si je me bats contre, je peux pas fuir non plus, donc j'ai pas le choix, il me reste juste une solution, être figé, sidéré. Moi, je vois souvent ça en consultation, des personnes qui vont accepter, dans une séparation, de s'appauvrir là, grandement. Là. Je vais vous donner un exemple cliché là, de manière générale. Une femme qui a accepté d'investir sa vie comme mère au foyer pendant 10 ans, elle a eu 4 enfants, elle a mis de côté son projet de carrière pour s'occuper des enfants, mais lors de la séparation, monsieur, lui, avait travaillé à côté là, tout ce temps-là. Là. Fait que, lui, c'est lui qui a payé la maison est à son nom, il mettait tout l'argent dans son compte à lui, il n'y avait pas de compte conjoint. Fait qu'une fois qu'ils se séparent, la femme a dit ouais, mais moi, j'ai investi 10 ans de ma vie là, pour m'occuper des enfants, j'ai pas développé ma carrière. Puis il dit non, tu veux partir, va-t'en, je te donne rien. Puis là, il donne juste la pension minimum. Il donne pas la moitié de la maison, il donne pas une partie d'argent pour lier à l'investissement, ça. Il t'en voulait des enfants, peut-être t'es ça, les enfants. Là. Donc, c'est extrêmement brusque. Ah, c'est une espèce d'équilibre de violence. Puis il y a des gens qui, malheureusement, intimidés par l'autre personne, vont dire bah, OK. C'est justement pour ça qu'on a des lois dans notre société pour essayer de protéger tout le monde. Parce qu'un des grands principes, du principe de civilisation, c'est l'accaparement du droit de violence par l'État central. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui est le seul à pouvoir faire mal aux gens. Ça veut dire aussi que c'est pour vous protéger de vous-même. Pour vous protéger de ne pas aller vous battre contre le voisin, c'est la société qui a des mandataires pour vous protéger, même de vous-même. On appelle ça la civilisation. C'est bien documenté, ça, dans les chercheurs en anthropologie ou en sociologie. Mais il y a des gens qui vont refuser ça, qui vont revendiquer leur droit de faire mal, puis ils vont peut-être eux autres même aussi finir en prison, malheureusement. Il y a toutes sortes de modèles dans notre société. On est encore très proche des réactions animales en dedans de nous, puis ça serait bien de composer un filet de sécurité, puis c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. Outre les comportements que je vous ai parlé là, de survie en stress, je pourrais vous proposer également une grille de lecture selon les styles d'attachement. C'est quoi les comportements de souffrance qui, de manière générale, pourront apparaître si vous vous séparez selon les styles d'attachement? On rappelle les 4 styles d'attachement. L'attachement sécure, c'est moi je me trouve correct, je trouve les autres corrects aussi. L'attachement ambivalent anxieux, c'est je trouve que les autres sont corrects, mais moi non, je suis pas si bon que ça, moi. Fait qu'il doute de soi perpétuel. Peur d'être abandonné. L'autre, c'est l'inverse, les styles d'attachement évitant de l'intimité. Ils se trouvent corrects, eux autres, puis les autres, c'est des caves ou c'est son poche ou où ils mettent ça à distance. Mais moi, je suis bon, ça c'est évitement de l'intimité. Et le 4e style d'attachement, c'est ceux qui disent ben moi, je suis pas correct, mais les autres non plus, c'est pas correct. Donc ça, c'est des désorganisations craintifs. Puis ils peuvent être très fonctionnels, ces personnes-là, mais quand leur blessure d'attachement s'éveille, pouf! Là, tout explose dans leur repère. Il y a beaucoup de désorganisation. On va y revenir dans un détail chaque. Donc, quel comportement on pourrait s'attendre dans une rupture chez une personne qui a un style d'attachement sécure? Là, je ne parle pas de vous, là. Je parle en général. Je fais des généralisations à des fins éducatives. Ah, vous avez compris. Okay. Donc, les styles d'attachement sécure, c'est une personne qui pourrait avoir tendance à vivre sa souffrance, à trouver ça très difficile, à aller chercher de l'aide aux besoins, mais elle va garder la responsabilité sur la suite de sa vie. Elle va vivre la difficulté. Ça va être très difficile pour elle aussi, peut-être, la séparation. Mais en ne s'abandonnant plus dans les autres, en stockant à l'intérieur de soi le sentiment de sécurité et en étant capable de se réouvrir vers l'autre, ils vont recréer de la santé de manière, je crois, plus rapide et de manière plus apte. De manière générale, hein, parce qu'ici, il y aurait toutes sortes de formes de séparation, comme je vous ai dit. Là. On est dans les généralités. À quoi peut-on s'attendre maintenant dans une rupture auprès d'une personne qui a un style d'attachement ambivalent anxieux? Donc, comme je vous ai dit, les gens ambivalents anxieux, ils vont trouver les autres corrects, mais eux ne vont pas se trouver corrects. Vu qu'ils ne se trouvent pas corrects, ils vont avoir tendance à beaucoup s'attacher à l'extérieur. Et ça, quand on donne toutes nos ressources à l'extérieur, ça vient avec la crainte d'être abandonné. Parce que si l'autre part, c'est comme si je tombe dans le vide.
Fait que la solution, on va dire pas la solution, mais la manifestation de ça, ce qu'on voit souvent, selon les recherches, chez les gens qui ont un attachement ambivalent anxieux, c'est quand ils vont vivre une rupture non souhaitée, ou même si c'est eux qui le souhaitent, ils vont faire... ils vont se raccrocher après une autre relation très rapide. C'est comme une manière de combler le sentiment de vide ou la peur de l'abandon ou l'impression d'être seul. Beaucoup de gens qui vont glisser peut-être vers des traits qu'on pourrait qualifier de dépendance, mais je ne voudrais pas pathologiser le style d'attachement. Ce n'est pas la même affaire. Ça pourrait ressembler à de la dépendance, la souffrance qui s'exprime d'un attachement ambivalent anxieux, mais ce n'est pas systématiquement de la pathologie. On retrouve plus de femmes d'ailleurs chez le style d'attachement ambivalent anxieux. Inversement, on trouve plus d'hommes chez le style d'attachement évitant de l'intimité. Donc, eux se trouvent corrects, ne trouvent pas les autres corrects. Fait qu'en cas de rupture, à quoi on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à ce que la personne qui se trouve correcte et qui subit une rupture, elle va comme se couper du contact avec le monde affectif. Elle va comme s'en foutre puis se réfugier dans quelque chose qui est gratifiant puis qui lui donne de la valeur personnelle. Donc, typiquement, c'est une espèce de refuge dans l'endroit qui ne me trahira jamais, mon travail. Puis là, on voit des hommes qui travaillent de manière excessive, un peu à la workaholic, ou qui vont s'investir dans un loisir de manière excessive, qui vont peut-être avoir une consommation d'alcool excessive aussi. On voit ici que c'est une sorte de souffrance qui est évitée, qui est ressentie par une sorte de compensation qui va maintenir une image positive et grandiose de la personne. Donc, si on pouvait tout à l'heure faire des petits ponts conceptuels hypothétiques entre un attachement ambivalent anxieux avec la dépendance, bien, on peut ici, chez les gens qui ont un attachement évitant de l'intimité, tracer certains petits ponts conceptuels vers des formes de narcissisme. J'ai dit en général, j'ai pas dit tout le monde. Certaines formes entre guillemets. Alors, moi, je mettrais des guillemets partout quand je parle de ça. Hypothèse, peut-être, possible. C'est une forme qu'on pourrait dire d'évitement de l'intimité. C'est un refuge dans la déconnexion. Non, pas besoin de ça l'intimité. Moi, je veux être fort. C'est un refus de la vulnérabilité. Ça ne fait pas qu'elle existe, la vulnérabilité. Puis c'est pour ça que les gens qui sont dans l'évitement de l'intimité vont souvent avoir des comportements compensatoires. Ils vont beaucoup trop travailler, vont peut-être beaucoup trop consommer, vont peut-être beaucoup trop jouer dans leurs loisirs. C'est pas bien équilibré. Parce que la connexion émotionnelle pour les gens qui sont évitants de l'intimité, ça leur fait tellement mal qu'il faut que ce soit appris de manière progressive. Moi, quand je reçois des gens en thérapie là-dessus, je leur dis bien qu'on va réapprendre à connecter avec les émotions, mais on va y aller de manière extrêmement prudente et progressive. Parce que trop de santé d'un coup, ça fait un petit peu comme l'expression « un diable dans l'eau bénite ». Genre, tiens, voici l'eau bénite, c'est bon pour toi. Ça le brûle. C'est un petit peu la même chose avec l'oxygène. Si je remonte trop vite du fond de la piscine vers en haut, même si c'est bon l'oxygène, la transition trop rapide, ça fait... C'est pour ça qu'il faut faire des paliers de décompression. Ben, c'est la même méthode que la réduction des méfaits dans les traitements en psychologie et l'installation de comportements santé progressifs. Trop de santé d'un coup, ça peut désorganiser la personne. Et la quatrième forme d'attachement, donc les gens qui ont un attachement désorganisé, craintif, à quoi on peut s'attendre quand ils se séparent ou qu'ils subissent une séparation, une rupture? Bien, initialement, étrangement, on peut voir chez ces gens-là une espèce d'apaisement lorsqu'ils se séparent. Ah oui? Pourtant, tu viens de dire qu'ils étaient désorganisés, craintifs. Ben, c'est parce qu'il y a des modèles théoriques qui expliquent qu'une personne avec des attachements désorganisés, craintifs va beaucoup anticiper la possibilité que la relation explose un jour ou qu'elle finisse par finir. Puis là, ils se font des scénarios. Je le savais qu'un jour, moi je suis sûr qu'un jour tu vas me laisser ou je suis sûr qu'un jour ça va finir. Puis là, quand la rupture arrive finalement, ça fait comme ah, je le savais dans le fond, hein? Hey, ça fait 10 ans que j'y pense. Puis là, c'est comme si tout d'un coup la réalité s'accorde sur leur scénario, puis ça crée étrangement un petit sentiment de prophétie autoréalisatrice.
Ça les apaise parce que la réalité vient de s'accorder sur leur scénario qui redoutait, puis là, Mais, ça serait une des possibilités de réaction initiale, pas la seule. Ça peut également s'en suivre ou initialement aussi s'affecter par une immense désorganisation. Donc là, il peut y avoir des plaintes de supplication mélangées avec des accusations, des coups vengeurs, de sabotage de la personne avec de la médisance auprès de tout le groupe, suivi de supplications de retour et des gestes de lune de miel associés avec revengeance. Donc, un attachement désorganisé, craintif, c'est une personne qui est porteuse de beaucoup de souffrance. Je voudrais que vous soyez sensible lorsque la désorganisation se présente, qu'il s'agit vraiment d'une demande d'aide. C'est peut-être pas vous la bonne personne pour répondre à la demande d'aide. C'est pour ça que si vous voyez une personne qui souffre dans cette manière-là, recommandez des interventions auprès d'un professionnel de la santé ou utiliser les lignes d'urgence, des lignes d'écoute de secours. Je vois beaucoup trop de conjoints ou d'ex-conjoints, moi, qui absorbent les menaces suicidaires de leur ancien conjoint, puis qui disent « Ben, si tu me laisses, je me tue. » Là, ah! Donc, la personne est terrorisée, puis elle ne laisse pas son partenaire, ou elle laisse, mais elle va vivre toujours dans la terreur de « OK, mais là, si je te confie mes enfants, tu vas-tu les tuer pour me punir? » Puis là, il y a des gens qui vivent des histoires d'horreur, des tragédies familiales qui sont bien réelles. Alors, il faut ouvrir les yeux sur la souffrance. Si vous entendez quelqu'un avoir des propos suicidaires ou des menaces suicidaires, ne prenez pas le poids de l'évaluation de « y était-tu sérieux ou y était-tu pas sérieux? » Faites un signalement aux services qui sauront faire, eux, une intervention adéquate. Puis si finalement c'était l'expression d'une souffrance qui n'était pas associée avec un réel désir de passer à l'action suicidaire ou meurtrier, homicidaire, ben, vaut mieux que la personne soit fâchée contre vous parce que vous ayez fait une intervention de protection que d'avoir apporté à l'intérieur de vous la blessure de « j'aurais donc dû » ou « il me semble que j'aurais pu ». Déléguer ça à des intervenants qui, eux, sont spécialisés dans ce traitement-là. Vous pouvez appeler le 911, vous pouvez appeler le 811, vous pouvez appeler les lignes de prévention du suicide, vous pouvez appeler les centres de crise, vous pouvez appeler les organismes communautaires. Moi, si j'ai des clients qui me parlent de ça, je vais les accompagner en faisant les appels au centre d'intervention. Devant eux, avec le client, on va pouvoir bien structurer l'intervention. Ça nous amène un peu aux troubles mentaux, les facteurs fragilisants, on pourrait dire. Une rupture, là, qu'est-ce que ça peut réveiller à l'intérieur d'une personne en termes de troubles mentaux? Bien, je vous ai glissé un mot vers le risque suicidaire. Donc là, on n'est pas dans un trouble mental, mais on est dans un risque de dangerosité, sévérité élevée, là, qui peut être associé à des troubles mentaux ou non. Mais là, il y a une méga perturbation du jugement. Y a-t-il une perte de contact avec la réalité? Est-ce que l'individu va devoir être protégé de lui-même pour protéger les autres? Hospitalisation avec la loi P38. Intervention policière avec le code d'état mental perturbé. Donc, c'est une chose que les policiers sont très habitués de faire. Il y a également des gens pour qui la rupture va éveiller à l'intérieur d'eux une fragilité qui était déjà là, mais qui était comme endormie. Ça va réveiller leur trouble anxieux. Il y a des gens que ça va réveiller, parce que là, ça les fragilise trop, un trouble adaptatif, avec humeur anxieux et ou dépressif. Il y a des gens que ça va réveiller un effondrement total de leurs ressources adaptatives. Ils vont crasher en trouble dépressif majeur. Il y a des gens pour qui ça va réveiller un choc post-traumatique qu'ils avaient déjà vécu dans une autre relation. Ça peut également, la séparation, créer un trauma qui s'y perturbe la personne pendant plus de 2 ans, comme si la rupture venait encore de se faire encore 2 ans plus tard. Là, on pourra commencer à songer à l'évaluation d'un diagnostic de deuil pathologique après 2 ans de continuité malgré la séparation. Il y a également tout le consortium ou les continuums de troubles de la personnalité qui sont foncièrement interreliés avec les habiletés sociales
qui peuvent être perturbés de toutes sortes de manières. Il n'y a pas qu'un seul trouble de la personnalité ici qui pourrait être impliqué, mais la quasi-totalité. On peut vivre une séparation, une rupture de toutes sortes de manières. Donc, c'est quoi maintenant les facteurs de protection qui pourraient être mis en place? Bien, comme je vous ai dit, appeler des services d'aide, d'intervention, de secours, qui, eux, ont l'espace intérieur nécessaire pour évaluer quel est le degré de risque. Alors que nous, quand on est dedans, on est dépassé, on n'a plus de ressources. Il faut trouver une manière de recréer de la ressource à l'intérieur de soi pour réfléchir à nouveau. Sortir de l'aveuglement des stratégies de survie, combat, fuite, figé. Ah, ok, là j'ai besoin d'aide. Se recomposer, peut-être une nouvelle identité, parce que gardez à l'esprit que si vous aviez tout amalgamé avec l'autre, que vous faisiez un tout, puis que là vous séparez le tout en deux, c'est comme deux demi-lunes, c'est tout le long du tranchant de la demi-lune, c'est une hémorragie de sang. Là. Il y a peut-être même le cœur qui est en train de mourir. Là. Fait qu'il va falloir peut-être essayer de refermer cette bulle-là, la cicatriser, la cautériser. Aïe aïe! Puis il y a toutes sortes de méthodes pour y arriver, mais on va essayer de faire survivre la personne pour qu'elle puisse grandir à nouveau ensuite. Il y a un gros travail à faire sur les frontières, sur la connaissance de soi. Il y a également un des facteurs de protection qui va aider à refaire ça, c'est s'exposer à des modèles sociaux, relationnels de gens qui sont sécures, respectueux et qui sont capables de comprendre votre souffrance. Vous savez, des fois, on a ça dans notre entourage, hein, des gens qu'on sait qui sont très respectueux, qui sont très sécures, posés, puis on va peut-être pas souvent les voir quand on est agité, mais que là, tout d'un coup, quand on souffre, on sait qu'on peut compter sur eux. Bien, juste le fait de s'exposer à ces gens-là, on dirait que ça nous fait du bien. Même pas besoin de parler avec, parce que ça enclenche un mécanisme de contagion sociale dans lequel on est très sensible, l'être humain. Également, il y aurait peut-être une piste là, que j'appelle, moi, le sortir du puits de la souffrance. C'est qu'il va falloir, dans le chemin, passer peut-être par plusieurs étapes. Il y a une étape d'apathie dans laquelle je ne ressens plus rien, qui parfois est une étape nécessaire dans la traversée du désert de la souffrance. Puis là, ensuite, on commence à ressentir quelque chose, puis là, on est tenté d'être dans la sympathie et dans l'antipathie. C'est souvent là qu'il y a un risque de se répéter dans les patterns amoureux, là, ici, parce que sympathie, antipathie, c'est des réflexes de tire-pouce, attachement, puis là, on a tendance à répéter à ce niveau-là les patterns. Mais si je fais un choix d'approfondir la sympathie, je peux plonger dans l'empathie, créer beaucoup plus de discernement. Et si je décide d'accentuer l'antipathie, je peux plonger dans la psychopathie. Donc là, il y a des gens qui vont élaborer des scénarios vengeurs pour faire mal à l'autre personne, pour y nuire, tout ça. Puis si on exprime l'empathie avec des gestes de soin, puis qu'on va appeler ça de la compassion, ben la mise en action de la psychopathie à travers les gestes vengeurs, puis les coups de cochon, puis le sabotage, puis les coups de chien, on appellerait peut-être ça la sociopathie. Donc, il y a des gens qui, de manière générale, pourront avoir de l'air de monsieur, madame, tout le monde, mais être des véritables sociopathes dans une séparation. Ils souffrent tellement à l'intérieur d'eux là, qu'ils voudraient amener le monde entier dans la souffrance aussi, pour déverser leur souffrance. Mais le chemin inverse, c'est celui de la compassion. C'est quand on s'occupe de notre souffrance qu'elle peut passer. Puis là, il va falloir être patient. Il n'y a pas un temps systématique pareil pour tout le monde. Mais de manière générale, on pourrait peut-être se dire, pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, en général, il y a peut-être une phase de crise qui dure à peu près 3 semaines en raison de l'activité des cytokines dans le cerveau, réaction inflammatoire. Ensuite, il y a peut-être une phase de manque qui peut durer à peu près 3 mois. Mais là, ça dépend encore une fois. Si vous avez des recontacts avec la personne à tous les jours, ça se peut que vous repartez le délai à tous les jours, vous repartez le timer à 0. Vous n'avez jamais le temps de refaire votre bulle parce qu'à tous les contacts, vous retournez dans le même état qu'initial. Il y a peut-être une phase de redéfinition aussi qui, de manière générale, pourrait peut-être être 1 an. Vous savez, le fameux passe toutes les fêtes du calendrier là, sans la personne, puis là, tu vas comme te redéfinir dans les rituels sociaux sans l'autre. C'est de manière générale que ça peut aider. Puis après 2 ans, comme je vous disais, si ça perdure malgré tout, la phase de crise après 2 ans, on est probablement dans un registre de deuil pathologique, peut-être de réaction post-traumatique suite à la blessure. Et là, il va falloir pas juste du soutien-conseil, pas juste de l'exposition, il va falloir un traitement psychothérapeutique
avec un professionnel de la santé qui est habilité à faire de la psychothérapie. Donc, là-dedans, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des gens qui vont chercher le permis de psychothérapie, il y a là-dedans des sexologues, il y a des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, il y a plein de professionnels qui sont habilités à aller chercher aussi l'accréditation de psychothérapie pour faire un traitement psychologique. Mais j'espère que vous comprenez que la rupture amoureuse, la séparation, c'est pas juste quelque chose genre ben oui, on se sépare, c'est banal. En réalité, c'est redéfinir ce qui était un cercle à deux tout d'un. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que ça va être deux cercles qui vont se refermer et qui vont pouvoir partager, regrandir, ou ça va être un petit cercle qui se fait manger par le gros cercle? Il y a toutes sortes de manières de le représenter. Est-ce que l'hémorragie sera mortelle? Est-ce qu'il y aura une fuite se reploguer dans une autre demi-lune avec une autre personne compatible? Donc, beaucoup de gens qui font ça, hein, le 4,30 sous pour une pièce. Donc, c'est une invitation à la connaissance de soi. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas présentement dans une situation de séparation. Mais si c'est le cas, vous pourrez peut-être réécouter les balises que je vous ai mentionnées sur comment on fait pour essayer de réparer ça. Installer un filet de sécurité et ensuite, on va construire progressivement des compétences pour se redéfinir, pour soigner, pour se guérir, pour s'épanouir et se redéfinir post-crise. Vous pourrez me dire en commentaire quel élément de tout ça vous a le plus rejoint. Peut-être c'était les 4 styles d'attachement. Peut-être c'était les 3 réactions en cas de survie. Peut-être c'était une des manières de solutionner les choses. Saviez-vous que vous n'aviez pas à prendre en charge comme conjoint ou ex-conjoint de la détresse suicidaire de votre ancien partenaire et que vous pouviez confier ça à un intervenant? Il me fera plaisir de vous lire. Si vous voulez aller un pas plus loin, comme je vous ai dit, mon lien pour mon site internet est dans la description. Vous pouvez à la fois utiliser le programme Questions confidentielles pour approfondir des questions que je vais répondre chaque semaine dans mon groupe ou me contacter pour prendre rendez-vous. Il y a des consultations individuelles, couple, famille, puis je vais sûrement réouvrir groupe bientôt. Sur ce que j'espère des sages paroles, mais ce n'est pas garanti. Je vous dis à demain pour la suite du Psychoctober. C'était le Dr Paul Simard, psychologue.